Monsieur Ville, bon après-midi. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis content d'être parmi vous, en fait. C'est la première fois que je connais bien la station. C'est la première fois que je fais une entrevue et je suis content de faire une entrevue dans la communauté. Et Patrice Ville, la radio vous appartient, mon cher ami. Hein? Et on a besoin de jeunes compétents comme vous. Hein? On a besoin de jeunes compétents comme vous à la radio CEPAM, CEPAO également. Vous parlez créole aussi, Patrice? Oui, je parle créole. Oui, je parle créole. Patrice, Fabrice, ouais. Vous parlez créole un petit peu? Oui, un petit peu, oui. C'est comme je parle créole avec grand-moi, et papa, maman, un petit petit, puis toujours frère mieux tout. Ah, vous êtes né en Haïti? Je suis né ici. Ici, hein, voilà, un Québécois dont les origines sont ailleurs, mais qui s'implique dans sa communauté. Alors, expliquez-nous un peu l'organisme pour 3 points. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors pour 3 points, c'est un organisme dont je suis le fondateur qui a pour mission de former des coachs de sport de manière à ce que ces coachs-là jouent un rôle de coach de vie, de mentor auprès des jeunes, particulièrement en milieu défavorisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coach, c'est l'adulte qui a le plus d'influence auprès des jeunes après les parents. Je suis convaincu que plusieurs de nos auditeurs, auditrices ont des enfants qui jouent du sport, qui font du sport. Et à l'adolescence, on peut imaginer des fois les enfants, ils écoutent moins, ils sont moins motivés, et puis ils ont moins l'oreille en fait attentive quand les enseignants parlent, quand les parents parlent, mais l'entraîneur de sport, ça, on l'écoute. Et donc, malheureusement, souvent les entraîneurs n'ont pas de formation adéquate pour jouer ce rôle d'influence-là. Mm-hmm. Et nous avons créé, donc pour 3 points, a été créé pour former les entraîneurs pour avoir un impact à ce niveau-là. Donc, c'est un programme de formation qui inclut en fait différents programmes de formation qui outillent les coachs à jouer leur influence au-delà du sport. Et on travaille en partenariat avec plusieurs grandes écoles, plusieurs écoles publiques de la grande région de Montréal, dans les 4 coins de la ville de Montréal. Généralement, que ce soit par exemple Henri Bourassa à Montréal-Nord, que ce soit Saint-Exupéry à Saint-Léonard, on a déjà travaillé avec l'école secondaire Anjou, l'école secondaire Saint-Henri, Georges Vanier, je pourrais tous les nommer, mais c'est un travail qu'on fait en partenariat avec les écoles et les coachs en fait dans ces communautés-là. Et donc, un travail extrêmement important. J'ai parlé de Fabrice tout à l'heure. On vient de m'appeler pour me corriger tout de suite. C'est Patrice Ville. En fait, vous avez dit Patrice, puis c'est Fabrice. J'ai dit Fabrice. J'ai dit exact, Fabrice. C'est Fabrice. C'est Fabrice, ah. Exactement. Ah, alors j'ai des corrections à droite et à gauche, des gens qui prétendent vous connaître mieux que moi. Comment se fait-il que je ne vous ai pas rencontré avant, Fabrice? C'est une bonne question. Je pense que le hasard, je ne sais pas si c'est le hasard. En fait. Je pense que c'est les circonstances qui font bien les choses en ce moment. J'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, que ce soit par rapport à la question des migrantes et des migrants qui interpellent en fait l'ensemble de la province, l'ensemble du pays, mais les communautés noires particulièrement, la communauté haïtienne, ou encore quand on pense à toute la question du racisme systémique, j'ai l'impression que plusieurs personnes qui sont très actives dans la société commencent à converger. Je pense qu'il y a une espèce de nécessité d'apprendre à se connaître, de se mobiliser. Et ça, je le vois, en fait. Je vois comment les gens qui travaillaient à une certaine époque peut-être un peu plus en silo, pour des fois des raisons très, très légitimes, se retrouvent maintenant dans un contexte où les gens communiquent entre eux, se parlent, se rencontrent, manifestent ensemble. Donc, je trouve que c'est pas un hasard, en fait, qu'on se retrouve aujourd'hui à se parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de liens qui se tissent entre les individus, entre les générations, puis j'en suis très content. Et d'ailleurs, le premier lien, vous êtes avocat, je suis avocat. C'est pour ça que je me dis, moi je pratique un peu moins. On devrait s'être rencontrés à quelque part, à la cour, quelque part. Mais j'ai vu des jeunes loups qui arrivent, n'est-ce pas? De temps en temps, j'essaie de les reconnaître, mais je n'ai pas toujours le temps et j'y vais de moins en moins. Mais en fait, je suis encore membre du barreau. OK.
J'ai pratiqué comme avocat et j'allais au tribunal régulièrement de 2007 à 2013. Et en 2013, j'ai fait le choix de me consacrer à temps plein à Pourquoi-Point. Donc, je suis avocat non pratiquant. Donc, ça fait depuis 7 ans que je n'ai pas mis... En fait, j'ai mis les pieds à la cour pour des dossiers personnels, là, mais ça fait depuis 7 ans que je n'ai pas été pratiqué. Donc, on ne s'est pas parlé. C'est peut-être normal qu'on ne soit pas croisés dans les palais de justice. Et moi, c'est à peu près... Dans les gymnases, les cours, les tribunaux. C'est à peu près la même chose. J'y vais très rarement. Cela dit, Patrice, il y a une autre cause qui est commune à nous tous. C'est la défense des intérêts des Noirs du Québec, n'est-ce pas? Et il va sans dire que le dossier de George Floyd vient vraiment de rallumer cette flamme. Et je vous ai vu et je me suis dit, bon Dieu, il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour faire un faisceau et pour obtenir des résultats, qu'on arrête de parler, mais qu'on obtienne des résultats, Fabrice. Oui, je pense que c'est important. Je pense que le malheureux décès de George Floyd a mis en lumière des phénomènes que nous connaissons déjà en termes de racisme. Au Québec, il y a eu des décès. Il y a eu des décès aux mains de la police dans les dernières années qui impliquaient les communautés noires, que ce soit des Nicolas Gibbs, Pierre Coriolan, Alain Magloire, Bonnie Jean-Pierre. Donc, si je ne me trompe pas, 3 sur 4 d'entre eux, j'ai nommé juste quelques noms, mais 3 sur 4 d'entre eux sont de la communauté haïtienne. Il y a eu Freddy Villanueva à Montréal-Nord. Donc, il y a un enjeu lié à ça. Et je dirais que plus largement, que les enjeux de la neutralité policière, il y a toute la question du désinvestissement de l'État par rapport à la lutte contre la pauvreté, donc les investissements dans les communautés qui ont des effets qui vont pas nécessairement jusqu'à la mort aux mains de la police, mais qui ont des effets dévastateurs pour les communautés les plus défavorisées, qui affectent par moment les communautés noires. Et donc, moi, ce que je suis content de voir en ce moment, c'est que la mobilisation qui se crée, elle est beaucoup plus vaste que uniquement les communautés noires. C'est une mobilisation qui dépasse les communautés. Et je pense qu'on est à la croisée des chemins où, comme vous le nommez, on est capable d'avoir des résultats. Je pense qu'à plusieurs niveaux, la Commission des droits de la personne est en train de insister pour une politique nationale contre le racisme. Au niveau fédéral, le gouvernement Trudeau veut en faire plus contre le racisme. Et il y a des actions spécifiques qu'on peut faire aussi. Donc, quand on parle des interpellations policières qui affectent les communautés noires, qui entraînent du profilage racial, des interpellations policières sans motif de croire que quelqu'un a commis un délit ou un crime, il y a moyen de les interdire. En Nouvelle-Écosse, il y a eu un moratoire là-dessus, elles n'ont pas cours. Donc, finalement, ça restreint le travail des policiers uniquement à des cas où vraiment on soupçonne que quelqu'un a commis un crime. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le gouvernement le gouvernement Legault, même s'il nie l'existence du racisme systémique, a nommé son intention de prendre action également. Donc, je pense qu'on va devoir être très attentif à ça, mais aussi exigeant par rapport au gouvernement, parce que les dernières semaines l'ont démontré. Quand les gens manifestent, quand les gens insistent, quand les gens prennent la parole, on l'a vu dans le dossier des migrants, quand des groupes comme Debout pour la dignité, fondés par Wilner Caillou, ou encore la concertation haïtienne pour les migrants, ont incité pour des changements. Pas plus tard que hier, on a entendu le gouvernement fédéral dire qu'il y allait avoir un programme de régularisation du statut des demandeurs d'asile qui luttent contre le COVID dans le système de santé. Mm-hmm. Donc, nous sommes capables de nous mobiliser et de provoquer des changements si on demeure mobilisé, cohérent et exigeant. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde, on travaille ensemble, parce qu'il y a, on dirait, un schisme. D'abord, faudrait savoir, est-ce qu'on a une vision de plusieurs communautés noires, ou est-ce qu'il y a une communauté noire? Est-ce qu'on peut parler au nom de tout le monde et avec tout le monde? Et, c'est une problématique au départ, mais on doit certainement tous essayer de se mettre ensemble et travailler, focuser pour obtenir des résultats, mais en faveur du plus grand nombre. Tout à fait. Et je pense que la question ici, c'est d'être unis dans la diversité que j'appelle. Donc, c'est
de dire que oui, il y a plusieurs communautés noires à mon sens. Donc, par exemple, laquelle je l'utilise au pluriel. Donc, de ne pas imposer une vision unique d'être et de vivre, de reconnaître les distinctions, mais de s'entendre sur les éléments qui nous sont communs. Face à la police c'est pas de distinction par rapport à la couleur de peau. Les enjeux sont les mêmes. Absolument. Les enjeux rendus là sont les mêmes. Donc, c'est de se dire, ces problèmes-là, il faut les régler ensemble quand on travaille ensemble. Et on a tendance aussi à mettre de côté ceux qui étaient avant moi. Moi, je les ai mis de côté. Vous pouvez mettre ma génération de côté. Et quand vous allez être plus vieux, la génération plus jeune va vous mettre de côté, etc. Alors que c'est tout le monde qui devrait travailler ensemble, profiter de l'expérience des uns, des capacités des autres, etc. pour faire un véritable faisceau. Car la communauté noire ou les communautés noires doivent se donner les moyens de leurs ambitions également. Ben, je suis pleinement d'accord avec ça. Je pense que nous allons y arriver. Et je pense qu'il y a certainement une société c'est complexe. Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir des intérêts divers. Il va y avoir des gens qui vont partager des points de vue différents. Mais je pense que de se voir, de se reconnaître, de se respecter, c'est l'essentiel. Quand je pense à des Will Prosper, qui est un des cofondateurs de Woodstock dans Montréal-Nord, c'est pas la même chose qu'un Édouard Stacco qui est le fondateur du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, mais qui est aussi derrière le sommet pour le développement socio-économique des jeunes des communautés noires. Donc, quand je pense à une Marjorie Villefranche à la Maison d'Haïti, puis après ça, il y a des plus jeunes, donc des Ernest Edmond qui ont fondé les Ballons Intensifs. Je pense que on est capable de se voir, de se reconnaître dans qu'est-ce qu'on fait, et malgré la diversité des points de vue, parce que nous sommes des humains, on n'est pas tous identiques, je pense qu'on est capable de se respecter, de se voir et de se soutenir également. Et moi, je le vois, entre autres dans les médias, il faut le savoir, parce que les gens sont peut-être pas au courant, mais moi, j'ai fait plusieurs entrevues dans les grands médias, dans les grands médias, quand je dis les grands médias, les médias qui sont à plus large portée, comme Radio-Canada, par exemple, donc une télévision ou une radio publique, on se parle, les gens des communautés noires qui allons à ces entrevues-là pour se soutenir, pour se comprendre, pour parler de nos défis. Donc, cette solidarité-là, je pense qu'elle peut porter fruit. Donc, je vois qu'il y a par moment potentiellement des distinctions entre les groupes, mais j'ai confiance que plus ça avance, plus on comprend l'importance de se soutenir et d'être solidaire. Fabrice Ville, vous comprenez qu'il y a une très grosse responsabilité parce qu'il s'agit de retard énorme. Moi, je dis toujours que nous vivons dans une société très développée, mais les communautés noires, malheureusement, vivent comme si on était dans un tiers-monde. Donc, il y a beaucoup de retard à rattraper et quand je dis qu'on doit travailler ensemble, c'est de transmettre l'information, n'est-ce pas? Et je pense que au moins on peut commencer par s'entraider les uns les autres et ça peut être un premier projet. Comment vous voyez le travail qu'on doit faire, le défi que nous avons, nous les communautés noires d'ici, pour ne pas dans 50 ans qu'on se retrouve comme les communautés ou la communauté noire américaine, parce qu'il s'agit d'une seule communauté noire aux États-Unis, mais nous sommes plusieurs communautés noires, pour que dans 50 ans, nous ne soyons pas au même point que les Américains? Je pense que alors la question je pense qu'elle pointe vers différents éléments, donc il n'y a peut-être pas un élément de réponse unique, mais voici quelques éléments de réflexion qui me viennent à l'esprit. Je pense que présentement, nous sommes à la croisée des chemins où nous pouvons exiger des changements au niveau fédéral et provincial et même municipal. Quand on pense à revoir le budget de la police pour réduire les ressources allouées aux forces de protection et de service à la communauté, mais surtout ce sont aussi des forces de contrôle, et d'investir en lutte contre la pauvreté, en santé communautaire, en urbanisme, en lutte à la toxicomanie, en soutien à la santé mentale. C'est une des façons de soutenir les communautés les plus vulnérables, qui par moments sont les communautés noires. Ça rejoint aussi ce qu'on nommait, c'est-à-dire là, il y a une question aussi de solidarité qu'on peut toujours avoir. Et moi, j'ai vraiment espoir. Il va continuer à y avoir, j'en suis convaincu,
manifestations, que ce soit pour des demandes en lien avec les demandeurs d'asile ou encore des manifestations qui vont avoir lieu pour la lutte contre le racisme. C'est sûr qu'il va y en avoir dans les prochaines semaines. La question, c'est est-ce qu'on va y aller à ces manifestations-là ensemble? Donc, faire cet effort-là, moi, je pense que c'est important. Et la dernière chose que je dirais, c'est de façon même plus proche à la maison, de prendre le temps de s'asseoir et de parler, de converser. Donc, moi, je le fais régulièrement. Je le fais régulièrement chez moi, plus maintenant durant le confinement, mais là, le déconfinement arrive, de rassembler des amis pour parler des enjeux sociaux, de parler des enjeux politiques. Donc, la fameuse conversation de cuisine, elle est essentielle. Moi, j'ai grandi à la maison avec mon père qui est à Baye-Audience, comme avec ses amis et sa famille. Donc je voyais sur mon père parler d'enjeux politiques. Souvent, c'est des enjeux liés à Haïti. Donc, cet esprit-là de s'asseoir, se rassembler, discuter, même au niveau micro, de le faire dans toutes les familles, et là, de rejoindre ses amis, ça crée une communauté d'esprit qui me semble essentielle. Et maintenant, la capacité de travailler avec les autres, avec les plus vieux, avec les plus jeunes, mettre tout le monde ensemble. Vous savez que c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous voyez ça dans les prochaines années, une fédération de toutes les forces vives de la communauté pour qu'on se retrouve et qu'on puisse effectivement réaliser nos ambitions? Ben, il existe des groupes, par exemple, comme la Fédération des Canadiens noirs. Il existe des groupes à travers le pays qui regroupent certaines populations noires, et je pense que ces groupes-là vont continuer. Donc, j'ai nommé tantôt le sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Ce sommet-là, il existe. Le 37-37, c'est un autre endroit où les Noirs de la communauté d'affaires, en fait, où les personnes même issues de toutes les communautés se rassemblent. Je serais prudent à insister sur un organe fédérateur. Mais ce que je vois émerger en ce moment, qui m'apparaît vraiment intéressant, et je le vois, par exemple, dans les dernières semaines, c'est vraiment, comme vous le parlez, le lien intergénérationnel. Moi, mon père, par exemple, est ingénieur, ma mère est infirmière. Ils ont bâti des choses. Et dans mon réseau, c'est vrai que dans mon réseau, même familial, j'avais pas encore vu le pont entre ce que mes parents ont bâti et qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans le travail qu'on fait au quotidien. Donc, il y a plusieurs infirmiers, infirmières de la génération de ma mère maintenant qui me rejoignent et qui me parlent de leurs enjeux. Et là, je comprends, wow, il y a du bagage là. Et la question, c'est comment on peut ne pas le perdre, ce bagage. Dans toutes les familles, ça existe, ces enjeux-là. Juste d'avoir des conversations, ça peut être utile. Et voilà, il ne faut jamais cracher sur ce que cette génération précédente a fait, ne serait-ce que régler des problèmes d'immigration. Aujourd'hui, on parle de régler des problèmes d'immigration, mais il y a 50 ans, ils réglaient des problèmes d'immigration déjà, et c'est ce qui a permis à vos parents, à d'autres, de s'établir avec une résidence, etc., etc. Il faut une communauté, c'est une continuité, n'est-ce pas? Une continuité dans l'action, et de plus en plus on a des études, on a des moyens, on est capable, Fabrice, si on se met tous ensemble. Je vous remercie, Fabrice Ville. Je vous remercie, puis je prends bien note, je vais faire comme chez moi.